Merci d'être venus si nombreux. Bon, en tout cas, je suis ravie. Je m'appelle Annie Lichner, je suis journaliste et je suis spécialisée dans toutes les technologies du web. Et je suis vraiment ravie de présenter cette session consacrée à l'expérience client. Comme vous le savez, l'expérience client, c'est vraiment incontournable. On ne vend pas du produit, on doit vendre du rêve. Et on va le voir à travers cette session. Il y a des secteurs d'activité, effectivement, qui sont plus faciles que d'autres pour vendre du rêve. Mais on va voir qu'il y a aussi des secteurs, même s'ils semblent difficiles comme ça, on arrive aussi à mettre de l'humain, beaucoup d'humain, pour pouvoir justement toucher écoutez, ses clients. Donc pour cela, on va se focaliser avec 3 entreprises, 3 start-up, 2 françaises et une qui est basée en Asie. Et pour cela, j'appelle la société, donc le collectionniste, avec Elliot Kolenscali, s'il peut venir. Merci Elliot. Benoît Laurent de Worders, installez-vous. Et Clément Thibault du Petit Ballon. Alors Clément, vous avez peut-être, si vous étiez présent ce matin à la conférence plénière avec l'Association française de la relation client, il a témoigné, mais là il va témoigner plus encore sur l'expérience client. Alors messieurs, d'abord merci d'être là, et puis je vais vous laisser chacun présenter votre activité. On va peut-être commencer par toi Benoît. Raconte-nous un peu, tu es le CEO donc, de Worders. Qu'est-ce que c'est Worders ? Alors, donc c'est moi l'asiatique de service. Worders, c'est une start-up spécialisée dans la traduction à forte valeur ajoutée. Donc concrètement, on accompagne nos clients sur la traduction et un peu aussi sur la création et la correction de contenu sur à peu près toutes les langues de la planète du moment que le contenu présente une particularité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du contenu à la chaîne pour du SEO, par exemple. Voilà, on fait du contrat, on fait des traductions de sites web, plein de choses comme ça. Juste avant de passer la parole à Clément, parce qu'il a une vidéo, on va passer la parole à Elliot et à Xavier. Présentez-nous un petit peu le collectionniste. Alors, je leur en veux, je vais vous dire, avant qu'ils prennent la parole, je leur en veux beaucoup, parce qu'ils m'ont vendu le collectionniste, ça fait rêver. Vous allez voir pourquoi. Ils n'ont pas une seule image. Je les étrangle. On va essayer de mettre des mots sur tout ça alors. Donc, le collectionniste, c'est une plateforme de location de maisons de luxe avec service un peu partout dans le monde. On a plus de 1500 propriétés dans le monde, dans plus de 100 destinations. On est une jeune start-up, on a une vingtaine de personnes à Paris. On vient de faire une levée de fonds en décembre dernier. Et voilà. Et donc, du coup, l'expérience client, c'est quelque chose de très important chez nous. C'est pour ça que Xavier m'a accompagné, qui s'occupe justement de toute la relation client qu'on peut avoir dans tout le process chez nous. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Airbnb du luxe ? Pas vraiment. C'est une simplification qui est intéressante, mais qui finalement ne précise pas exactement toute la valeur ajoutée qu'on fait dans le marché, qui se base plus justement sur la notion de service, la notion d'organisation et d'expertise qu'on peut avoir sur l'inspection des maisons et la qualification en fait de service. Parce que quand même, une petite parenthèse quand même, Elliot, préciser dans la salle pour avoir une nuit dans un de vos superbes propriétés, c'est combien au minimum ? Alors ça va de 7 000 € la semaine à 500 000 € la semaine. Donc c'est vraiment en fait la base. La majorité de nos clients sont entre 10 et 20 000 €, et finalement en fait 10 et 20 000 €, oui à peu près. On a un panier moyen qui est autour de 26 000 € en 2015, qui descend un petit peu en 2016 vers 20 000 €. Et c'est vraiment en fait si vous réfléchissez par rapport à un hôtel 4 ou 5 étoiles, que vous divisez le prix par nuit, par chambre, finalement l'expérience en est souvent décuplée, puisqu'au final vous avez tous les avantages de l'hôtel sans les inconvénients, et on arrive quasiment à 10 000 €, donc 10 000 € par semaine si on prend cet exemple, quand vous avez 4-5 chambres dans la maison, à 300, 280 € par nuit, par chambre à peu près exactement. Donc on n'est pas si loin, et finalement l'expérience est vraiment beaucoup plus agréable et beaucoup plus conviviale. On verra tout à l'heure que bon, c'est un secteur qui fait rêver effectivement, mais il va falloir travailler sur la confiance, la réassurance, etc. parce qu'on est avec des clients qui sont quand même hyper privilégiés, et on va voir comment vous avez mis en place cette stratégie. Clément Thibault, le Petit Ballon. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots déjà sur le Petit Ballon, et après on va lancer la vidéo qui va présenter votre activité. Ok, alors le Petit Ballon, nous,
Nous sommes une entreprise qui vendons du vin et on le vend d'une manière un petit peu nouvelle puisqu'on le vend par abonnement. Alors tout à l'heure sur cette même scène s'exprimait Birchbox. Donc là où Birchbox fait des cosmétiques, on pourrait dire que le petit ballon fait du vin. Le principe c'est que vous vous abonnez et chaque mois vous recevez 2 bouteilles de vin qui ont été sélectionnées par un grand sommelier puisque c'est Jean-Michel Deluc, notre cofondateur et associé qui est ancien sommelier du Ritz. Vous les recevez chez vous, vous avez avec ces 2 bouteilles toute une expérience client et c'est justement l'objet de la conférence, qui soit à la fois pédagogique et ludique. Donc vous allez apprendre à déguster, vous allez avoir plein de tips, plein d'informations. Et au fur et à mesure, vous faites votre avis sur les vins, vous faites votre palais, vous faites votre connaissance du vin. Et tous les vins que vous avez reçus, vous avez toujours la possibilité de les acheter. Donc on est à la fois e-commerçant, avec un catalogue, et en plus, on fait de l'abonnement. Voilà, donc le petit ballon aujourd'hui, c'est 3 pays, 3 marchés adressés, la Belgique, la France et le Royaume-Uni, une vingtaine de collaborateurs, alors on ne les compte plus parce qu'il y en a toujours qui arrivent puisqu'on est en croissance, sur un marché donc, sur lequel on fait x2 depuis 5 ans maintenant, chaque année, et on a atteint l'année dernière 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est de faire 10 millions en 2016. Ouais, on vous le souhaite. On lance la vidéo ? Volontiers. On voit pas dans la vidéo qu'il y a des petites pastilles pour justement reconnaître un petit peu les profils utilisateurs. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les... Voilà, là c'était très descriptif Okay. pour le concept. Bon, voilà, ça donne déjà un petit peu de mise en bouche, on va dire. Ok. Et si on disait tout dès le début, on ne pourrait pas tenir en haleine les gens pendant 50 minutes. Je suis d'accord. Ok. Alors, une petite question collégiale déjà pour vous 4. Qu'est-ce que ça signifie pour vous l'expérience client ? On commence par Benoît peut-être ? L'expérience client, en fait, c'est... Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une question assez générique quand même. Oui. Mais ça signifie simplement l'accompagnement du client de A jusqu'à Z dans son process. Je pense que c'est un indicateur clé dans la... Alors, je vais préciser ma question. Quels sont pour vous les fondamentaux de l'expérience client ? Plus simple. Les fondamentaux, je pense que en fait, c'est la capacité d'accompagner le client de A jusqu'à Z. Donc, c'est tout ce qu'on va proposer au client de son arrivée chez nous jusqu'à la concrétisation du service. Le collectionniste, c'est l'arrivée sur le site jusqu'à la réalisation de la prestation. Et après, donc, le fondamental pour moi, c'est le contact, personnellement. Donc, je ne sais pas après... Tu veux qu'on rebondisse ? Oui, rebondis. Vas-y, Clément. Non, mais c'est toujours difficile d'être dans la théorie. Donc, on va partir d'un exemple. Le fondamental de l'expérience client, c'est placer le client au centre de ses problématiques. Et pas le produit, pas le service client, etc. Le client. Je vais vous donner un exemple très concret. Expérience client dans le vin. Le vin, c'est un très beau produit, très travaillé. Il y a une bouteille, une étiquette. Derrière, il y a un vigneron qui a travaillé sa terre, etc. Donc, c'est un super produit. Sauf que tous ici, à moins que vous soyez experts, vous avez tous la même expérience client face au vin. C'est-à-dire que vous arrivez dans votre rayon de supermarché, puisque de toute façon, 80% des achats sont faits en supermarché. Vous avez tous ces beaux produits alignés qui ont été travaillés, marketés, faits avec amour, etc. Et vous ne savez pas acheter. Et quand vous achetez, quand vous le consommez, du coup, après l'avoir acheté, en ne sachant pas ce que vous avez acheté, vous le consommez de manière un petit peu aveugle. Et puis, du coup, il y a toujours une personne autour de la table qui va vous dire c'est bon ou c'est pas bon, ou qui va regarder l'étiquette et dire ah oui, t'as un super choix, t'as pris un ça, ou alors ah non, c'est nul à chier, t'as pris un mouton cadet, c'est vraiment le pire du pire. Et vous le subissez complètement, du coup, l'achat de votre produit. Donc ça, c'est une mauvaise expérience client parce que tout a été fait sur le produit et il n'y a aucun accompagnement. Ni avant la vente, ni pendant la vente et ni après pendant la consommation. Et donc tout ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour remettre le client au cœur de la problématique ? Qu'est-ce qui se passe dans sa bouche ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qui se passe
Quand il fait un choix, que son choix soit raisonné, qu'il l'assume, et qu'ensuite, il ait une expérience de consommation et d'utilisation de son produit qui soit pleinement aboutie. Ça, c'est l'expérience client. Voilà. Et le fondamental, c'est donc juste se dire à un moment donné, je ne pense pas produit, je ne pense pas service après-vente. Je me mets à la place. Je pense client, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où, justement, tout à l'heure, tu as teasé sur les petites pastilles, on y viendra. Le nouveau langage du vin qu'on essaye de créer, c'est un langage qui place le consommateur et ce qui se passe dans sa bouche au centre, et non pas ce qui se passe dans le produit. Voilà. Mais on y viendra. Elliot, Xavier, vous, dans votre activité, l'expérience client, c'est quoi exactement? Alors pour nous, l'expérience client, c'est aussi surtout prendre soin. En anglais, on parle de VIC Care dans les maisons de luxe. Moi, je travaillais au départ dans des maisons de luxe et on parle de VIP Treatment et de VIC Care. Donc je pense que c'est important de prendre soin sur le bien-être. Et les fondamentaux, pour un peu vous répondre, seraient plus du coup le respect, la politesse, l'empathie et la bienveillance. Après, sur l'expérience client, nous, on est sur mesure. On ne délivre jamais la même expérience client. Tout simplement parce que déjà, la destination n'est pas la même, la villa n'est pas la même, mais surtout, le format du voyage du client n'est jamais le même. Amis, famille, séminaire, on fait du B2B, du B2C. À chaque fois, du coup, le client est différent. D'accord. Elliot? On a un peu la même vision. Moi, je pense que c'est pas juste je pense, c'est plutôt comment aujourd'hui, par rapport à toute la technologie qu'on utilise au quotidien, comment on peut en même temps recueillir un max d'informations dès le début du process client, l'analyser, et c'est souvent la chose la plus compliquée, c'est comprendre, en fait, nous on a fait des dizaines et des dizaines l'année dernière d'études de besoins clients, comprendre vraiment quels étaient les tenants et aboutissants de ce qui les tenait à cœur, en fait, de A à Z dans le process, et cette étude du besoin, elle parle l'étude de Big Data, qui est compliquée en plus dans notre secteur, étant dans le luxe avec peu de clients, on n'est pas sur des marchés de volume, c'est compliqué justement de réussir à faire ces analyses, tant quantitatives que qualitatives, et je pense que c'est un prérequis avant de pouvoir penser. C'est même sans doute le plus important aujourd'hui. Alors, justement, vous êtes small data, big info. Ouais, c'est ça. Justement, Elliot, vous avez créé votre société parce que, justement, à cause d'une expérience client, est-ce que vous pouvez développer et nous raconter un petit peu ce qui vous était arrivé? Oui, tout à fait. Donc, j'imagine, comme beaucoup de gens dans cette salle, vous avez tous utilisé des sites comme Airbnb ou autres pour louer des appartements ou des maisons pour vos vacances ou même pour vos courts séjours. Et nous, il nous arrivait un peu la même chose. On était partis avec des amis à Barcelone, on était une dizaine, et on est arrivé dans cette maison qui était sublimement photographiée sur un de ces sites et qui paraissait être très moderne et très quali. Et on est arrivé là-bas et on a été très très déçus. C'était que des photos panoramiques, on ne se rendait vraiment pas compte de l'endroit, et en plus de ça, les services qui étaient annoncés, aucun n'était délivré. Et en fait, à l'instar des grandes maisons hôtelières comme Ritz-Carlton ou autres, on s'est dit, il y a un standard à créer, il y a vraiment quelque chose à faire pour faire en sorte que le client, rien que sur le site internet, puisse se dire, je n'ai pas de doute, je ne fais pas d'erreur, la maison a été inspectée et je peux même la découvrir. On en parlera plus longuement dans d'autres questions, mais il y a vraiment en fait tout un process qui se base sur la confiance et la réassurance client qui aujourd'hui n'était pas à jour dans l'industrie. L'hôtel, vous avez des reviews, vous avez des comments, vous avez tout en fait pour prendre une décision. La villa de luxe, c'est tout l'inverse. C'est vraiment au petit bonheur à la chance si vous trouvez en fait la maison qui convient, dans le lieu qui convient, avec les services qui vous correspondent. C'est comme ça que vous arrivez à challenger les codes de la location du luxe? Alors la code de la location du luxe, je pense que c'est plus la partie service. Les codes du marché en lui-même, c'est plus justement cette partie tiers de confiance, inspection de villa avec des experts, nouvelles technologies type FaceTime pour visiter les maisons directement depuis votre canapé, depuis Londres, New York, etc. C'est plutôt en fait ce genre de technologies qui vont apporter ce niveau de confiance ou de réassurance. C'est très utilisé FaceTime pour ce genre de choses? Bah oui, parce qu'au final, ça vous évite de prendre l'avion pour aller visiter la maison à l'autre bout du monde, quoi. Ok. Donc, étant donné qu'on a des experts en fait certifiés dans chacune de ces destinations, ça nous permet d'avoir un lien en plus physique avec le client hyper proche. Il peut poser toutes les questions qu'il veut, passer 2 heures avec le client, et dans la majorité des cas, c'est gratuit. Ok. Clément, le vin, donc tout le monde l'adore, mais comment le rendre, le démocratiser, etc. Vous m'avez dit, alors comment on arrive à réussir à créer un nouveau langage autour du vin, parce que c'est ce que vous avez fait finalement. Exactement. C'est ce qu'a dit Elliot, hein. On part d'une expérience, d'un vécu. Le petit ballon, ça a été créé pourquoi? Parce que à 30 ans,
Et à l'époque, c'était Martin, le président du Petit Ballon, le cofondateur. Martin, il avait envie de savoir enfin différencier un Bordeaux d'un Bourgogne. Il se rendait compte qu'il avait un palais où il commençait à aimer le vin, mais il ne connaissait rien. Et donc cette grande phrase qui nous sert au Petit Ballon, c'est de dire le vin c'est génial, mais on n'y comprend rien. Alors comment est-ce qu'on résout ce problème-là? On l'a résolu déjà avec le service. On s'est dit en fait ce qu'il nous faudrait c'est des bonnes bouteilles. Comme j'ai pas le temps, il faudrait qu'elles arrivent chez moi plutôt que je les achète. Il faudrait qu'elles soient donc sélectionnées par quelqu'un qui s'y connaît pour être sûr que ce soit bon. Comme ça au moins, c'est pas la qualité qui va me guider, mais ça va être vraiment la typologie de produit, comment ça a été travaillé, etc. Donc, première étape, créer un produit qui corresponde à un besoin qu'on connaît personnellement. Ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, on s'est rendu compte qu'il fallait aller encore plus loin. C'est-à-dire que on parlait à nos clients presque comme nous, on ne voulait pas qu'on nous parle. C'est-à-dire qu'on continuait à dire ça, c'est un Côte-du-Rhône avec 100% Syrah et qui a été travaillé en fût, machin, etc. Appellation Côte-Dijonnaise, peu importe, enfin bref. Ceux qui sont experts, d'ailleurs, vont sauter au plafond avec ce que je viens de dire. Parce que je viens de dire que des bêtises. Mais c'est pas grave. Il faut l'assumer. Donc, on s'est dit, ce qui compte, expérience client, c'est pas du tout ce qu'il y a décrit sur l'étiquette, c'est pas du tout la composition en tant que telle. Ça, c'est vraiment la démarche, c'est si je m'intéresse, je peux à la limite savoir comment c'est fait et ce qu'il y a dedans. Mais la première chose, c'est j'aime, j'aime pas. Et qu'est-ce qui fait que j'aime ou j'aime pas? Et c'est là où on s'est dit, la notion d'appellation, la notion de cépage, etc., sont des résultantes, pas des points d'entrée pour le client, sinon il ne comprend rien. Et on est allé voir des gens qui avaient fait un très bon travail, qui s'appelle Nespresso, et on s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on devienne le Nespresso du vin. C'est-à-dire que quand on prend du café chez Nespresso, on a une grille de lecture qui est la force, alors après ils ont complexifié, et une traduction qui est la couleur. On dit plus je veux un arabica, on dit pas, non, on dit je vais prendre un violet. Alors ceux qui connaissent diront c'est un arpeggio, je crois. Je vais prendre un gris, un roma, etc. Et on s'est dit, dans le vin, il faudrait que ce soit pareil. Et donc on a pris tous les vins de notre catalogue et on a défini un certain nombre de catégories. Et ces catégories, on les a appelées des labels. Et donc chez le Petit Ballon, tous les vins sont classifiés avec une petite pastille de couleur. Donc vous en avez 5 chez les rouges. Et on leur a donné des noms aussi pour que les gens les retiennent. Donc chez les rouges, c'est relax, ça c'est pour les vins légers, rusé, radieux, robuste et rétro. Rétro, c'est donc les vins qui ont vieilli. Et ça donne une grille de lecture beaucoup plus simple et dans laquelle vous allez retrouver des choses qui feraient aussi sauter au plafond les experts. C'est-à-dire que quand vous pouvez avoir un Côte-du-Rhône qui est dans la même catégorie qu'un Minervois, qui va se retrouver dans le robuste, par exemple. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en bouche ne correspond pas à la carte de France. Ce qui se passe en bouche correspond à votre cartographie des papilles. Voilà. Et donc, ce nouveau langage du vin, c'est ce qu'on est en train de développer et c'est ce sur quoi s'appuient tous nos systèmes de recommandation. Quand vous vous inscrivez au Petit Ballon, vous faites un quiz et on vous dit « Oh, vous êtes plutôt radio que robuste ». Et du coup, votre box va être personnalisée. Vous allez recevoir des bouteilles qui vont correspondre plus à vos goûts et des bouteilles qui vont aussi volontairement vous emmener dans un parcours de découverte pour aussi tester d'autres choses qui sont peut-être plus éloignées de vos goûts et vous qualifier. Donc, on va vous accompagner dans votre découverte et on va vous donner un moyen qui est ces fameux labels et qu'on aimerait à terme. Moi, mon rêve, je le disais ce matin, c'est qu'un jour au restaurant, j'entende quelqu'un qui dise, qui réponde à son sommelier du restaurant, qu'est-ce que vous voulez comme vin? Eh ben, je voudrais un rusé, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est l'objectif final. Alors moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais poser une question dans la salle. Qui utilise des box? Qui est abonné à une box? Quelques personnes. Qui est abonné au Petit Ballon? Qui est abonné au Petit Ballon? Bravo! Ok. Personnellement, moi, je m'étais abonnée à une box cosmétique que je nommerai pas et que j'ai adorée. Mais au bout d'un moment, je me suis un petit peu lassée. Alors, comment on fait pour fidéliser, pour faire en sorte de garder son client, et ça, c'est important? La première chose, c'est d'être sur un produit de consommation. Dans une des problématiques sur les box cosmétiques, c'est que c'est beaucoup de petites choses et que, d'ailleurs, on le voit dans le modèle économique, l'e-shop sur ce type d'acteur, c'est-à-dire le réachat online, commence à peser un poids quasi équivalent à l'abonnement. Pourquoi? Parce qu'on se sert de la box pour découvrir et puis finalement, après, on rachète le produit. C'est-à-dire Discover Your Essential, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent les Américains chez certaines box comme Birchbox. Nous, on ne livre que 2 bouteilles à consommer et c'est un produit sur lequel les gens se retrouvent. Donc, il n'y a que deux bouteilles, d'abord, c'est important, et puis c'est un produit de consommation, on va le consommer, on va s'en servir dans différentes occasions, et nous, l'expérience client qu'on construit autour de ça, c'est une expérience client qui est
constructive, c'est-à-dire que à chaque réception, vous avez un nouveau produit, une découverte. Donc, surprendre à chaque fois, pas surprendre par le contenu en tant que tel, mais par la qualité du vin, par son authenticité, et construire un parcours d'apprentissage qui fait que c'est renouvelé, sans cesse renouvelé, et on accumule. C'est-à-dire qu'on va accumuler au sens où on va accumuler des connaissances, on va accumuler de l'expérience. Donc c'est comme ça. Et tout ça avec le principe du minimiser les défauts, c'est-à-dire être à 0 défaut en livraison, avoir un super service client pour que les gens restent et ne partent pas pour ça. Donc voilà comment on fidélise. Une expérience sans cesse renouvelée, constructive, c'est-à-dire une logique dans le temps, et enfin, avec, si possible, 0 défaut. D'accord, ok, message reçu. Benoît, alors quand on est une plateforme, je dirais presque d'intermédiation, où on met en relation finalement des personnes qui ont besoin de traduire du contenu et des freelances, comment on se bat par rapport à des outils de traduction automatique? Quelle est votre valeur ajoutée? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, nous, en fait, on se positionne très facilement par rapport à ça, déjà sur le besoin client. Quand un client vient nous faire traduire, alors pour parler de sites web, les CGU par exemple. Les CGU, il y a un engagement légal sur ce texte qu'on va diffuser sur son site internet. Donc on ne peut pas se permettre de simplement copier-coller un texte dans Google Trad et de le récupérer et de le mettre en ligne comme ça. Il faut savoir qu'un des gros défauts des traducteurs automatiques aujourd'hui, c'est la gestion de la négation. Donc je vous autorise à faire ça peut devenir je ne vous autorise pas à faire ça, et inversement. Et ça, dans un texte légal, c'est quand même assez problématique. Donc ça, c'est pour la partie traduction automatisée versus nos services. Nous, on va quand même bien évidemment beaucoup plus loin que ça en cherchant à réduire en fait les frictions avec notre marché, avec les particularités de notre marché. La traduction, ça a une particularité, c'est que c'est l'un des seuls produits ou services pour lesquels le client ne peut pas faire d'études de qualité directe. Vous réservez une villa, vous arrivez dans la villa, vous savez si elle vous plaît. Vous achetez du vin, vous le goûtez, vous savez s'il vous plaît. La traduction, quand vous êtes une société américaine qui fait traduire ses CGU en slovaque, si vous n'avez pas un slovaque en interne qui est capable de vérifier ce qui se raconte, vous n'avez aucun moyen de vérifier. Donc nous, on a une énorme problématique de confiance sur laquelle on joue aussi évidemment. Et ensuite sur cette problématique de friction, là aussi on va assez loin puisqu'on essaye d'aller là où se trouve le client dans son contexte à lui. Si le client travaille avec des fichiers Excel, on récupère ces fichiers Excel, on les traduit, on lui renvoie. S'il travaille avec des flux XML, on prend ces flux XML, on lui renvoie. En fait, on fait tout pour lui. Et basiquement, d'ailleurs, côté client, on a un positionnement qui est très agence. Et ça, c'est le résultat, un petit peu pareil que mes petits camarades de jeu aujourd'hui. Le résultat d'analyse et de la connaissance du marché, c'est qu'on s'est rendu compte que, basiquement, aujourd'hui, on a une offre de service, on a un produit. Il y a des tas de places de marché aujourd'hui sur lesquelles vous allez dropper un fichier Word et vous le récupérez traduit. Et donc, il y a des cases, il faut rentrer dans ces cases. Et, voilà. Et nous, on a cherché à nous rentrer dans les cases des clients plutôt que l'inverse. Ce qui est assez particulier, ce qui a des grosses implications notamment techniques. Là, hier, par exemple, on a un client qui est venu et qui a tout son système en Ruby, mais gère tous ses flux de contenu c'est YML, je crois, quelque chose comme ça. Et nous, tout ce qui vient de Ruby, on a déjà fait du getText, mais pas ça. Bon, voilà, là, on va faire le travail, nous, pour aller jusqu'à... Tu gères la partie technique, voilà, mais le challenge, c'est de réduire les frictions de A jusqu'à Z. Et de fait, ça élimine toutes les solutions de traduction automatique, puisque ça n'existe pas aujourd'hui. Enfin, vous avez des Airbnb qui font des traductions de fiches, de descriptions de produits automatiques, mais enfin, je vous mets au défi de... Je rajoute à ça que même des traducteurs anglais, comme on a pu avoir dans le passé, font pas le travail effectivement d'une personne native qui va reprendre le contenu comme il se doit, avec les cultures, l'adapter, échanger un peu la norme. Mais c'est drôle parce qu'en fait, c'est en plus un chiffre qu'on est en train de faire en ce moment. On se rend compte que ça ne suffit pas en tout cas. Après, c'est peut-être parce que c'est du luxe, parce qu'on a des exigences très fortes. Mais un process de traduction classique est vraiment professionnel. Il y a un traducteur et 2 relecteurs qui sont eux aussi traducteurs. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, bon, moi je prends mon fichier Excel, j'ai fait un extract en CSV de toutes les balises de mon site internet, je le balance au traducteur, je le récupère, je le réintègre et voilà. Nous, un jour, on s'est retrouvé avec un client qui vient et qui nous dit « Ah, je comprends pas, mon site en espagnol, ça convertit pas du tout. » Oui, évidemment, le lien home, c'était Casa.
Voilà. Comment voulez-vous gérer ça? Comment voulez-vous le percevoir si vous ne parlez pas espagnol? Mais là, ça pose un contexte qui est ridicule. Un développeur d'applications mobiles de dating pour lequel on travaille nous donne son fichier en disant écoutez, je ne comprends pas, on convertit très bien dans tous les marchés sur lesquels on est, et aux Philippines, rien. Mais on n'a rien, mais même pas un embryon d'accroche sur le marché. Alors que pourtant, venant d'Asie, je peux vous le dire, le marché asiatique explose sur tous ces trucs-là, c'est absolument pas cohérent. Dernier check possible pour eux venait de la traduction de l'application. On s'est rendu compte que le mot people, qui est quand même central pour une application de dating, était traduit par aubergine. Rencontrer des aubergines. Voilà. C'est fou. Hein. C'est un positionnement. Hein. C'est un positionnement. C'est pas de marché. Hein. C'est une verticale. Comment ça lui plaît bien. Non mais voilà, donc bon, c'est forcément. Et ça, bon voilà, quand on traduit son site en tagalog, qui est la langue des Philippines. Voilà, faut trouver quelqu'un en interne capable de vérifier, avec quelqu'un de confiance, parce que je veux dire, aujourd'hui, le nombre alors pour le coup, dans notre univers de start-up françaises basées à Paris, qui ont un country manager qui est anglais, mais qui a vécu 3 ans à Rome et qui se retrouve en charge du marché italien, et aussi du contrôle qualité de ce que nous on livre dans les traductions italiennes, c'est souvent assez incroyable. Hein. Ouais. Alors, on est sur le salon e-marketing. Moi, je voudrais juste un petit peu développer par rapport à ce qui a été dit. Comment vous faites pour recruter dans le luxe, dans le vin, dans la traduction? Elliot? Ouais. Des nouveaux clients dans le luxe. Vous y prenez comment? Alors, nous, il y a quand même beaucoup de web. On fait beaucoup d'acquisitions web, beaucoup de native marketing, beaucoup d'AdWords, beaucoup d'affiliations avec des marques qui nous ressemblent. De plus en plus, on cherche à faire ça. Donc, c'est trouver des marques et faire des partenariats avec eux. On a fait plein de partenariats dans le passé, Mr Porter, Bulgari, La Prairie, des marques de thé très haut de gamme. Enfin voilà, plein de partenariats, et on essaie de faire des communications croisées avec elles, d'apporter un service à leurs clients, à leurs membres, qui soit différenciant, pour leur faire découvrir soit des expériences à Paris, à Londres, à New York, enfin dans l'endroit, dans les lieux de résidence de leurs propres membres. Donc ça, c'est un des points importants. On travaille beaucoup avec les conciergeries, avec les agences. Les conciergeries étant ceux American Express, Centurion, Visa Infinite, des plus petites conciergeries justement en Europe de l'Est. Vous avez des concurrents en France? Alors oui, on a énormément de concurrents. C'est une industrie qui est très très concurrentielle, sauf qu'ils ne font pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'agences locales, partout, à Saint-Tropez, Ibiza, Mykonos. Je parle en France, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont concurrents du collectionniste? Qui voudraient acheter des gens pour louer les maisons, oui. Après, moi je les considère comme des concurrents puisqu'ils font exactement le même métier que nous. Ils le font juste d'une manière très différente. Et notre positionnement, c'est justement de le faire d'une manière différente. On a aussi fait un shift dans le service en lui-même, qui n'est pas de vendre la maison, mais qui est de vendre l'expérience. Et qui était un gros chiffre pour nous puisque ça impliquait énormément de choses. Justement l'arrivée client sur le site, comment lui parler, lui dire quoi. Tout le brand marketing qu'on est en train de mettre en place en ce moment va dans ce sens. On va faire des mini cinématiques d'expérience, on va en faire 60 cette année, donc c'est quand même aussi hyper important, mais c'est ça qui marche dans le luxe. Il faut vraiment en fait donner l'émotion à la personne, le faire rêver, lui faire comprendre vraiment ce qu'il va vivre. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on arrive encore à faire rêver des gens qui ont déjà tout quelque part? On arrive sur un marché qui est très 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 important, mais dont on a l'avantage que 90% des gens vont encore à l'hôtel. Donc en fait l'avantage c'est vraiment que les expériences personnalisées, comme peut le faire Xavier au quotidien, et je pense qu'il en parlera encore mieux, et en même temps des choix de villas qui sont vraiment exceptionnels, où on se retrouve d'une manière complètement différente de l'hôtel, etc., apporte vraiment à mon avis quelque chose dans le voyage qui est vraiment différent. Xavier, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, après on est aussi par exemple sur l'expérience, sur le sur-mesure, on va être aussi sur ce que l'argent ne peut pas acheter. C'est-à-dire que tous nos clients peuvent avoir au ski, typiquement cet hiver, tous nos clients ont eu des profs particuliers en ski en snow. Du coup, ce qu'on a proposé, c'est de leur faire un cours ou une journée avec un ancien champion olympique. Donc c'est là où il a dit la différence, c'est que le client ne va pas y penser, ne va pas savoir comment aller du coup chercher du coup cette personnalité. Donc là où on rentre en jeu, c'est qu'en fait on veut faire rencontrer des experts et des passionnés. Et du coup, ça, même un client du coup qui a énormément d'argent, qui peut se payer la plus belle villa au monde, ne pourra pas forcément avoir le réseau et surtout le process pour accéder à ce type de prestations. Et c'est là où on intervient, où l'effet waouh va rendre l'expérience sur mesure et que du coup, il y aura des souvenirs plus olfactifs, auditifs, visuels et humains qu'un souvenir du coup architectural lié à la maison ou un souvenir de la qualité de la literie. Oui, dépasser la vitrine en fait. D'accord. Clément,
Comment on recrute chez vous? Alors, nous, on recrute par stickers. Expliquez-nous là. Alors, voilà, Précisez. passer le teaser, hein, qu'est-ce que je veux dire par là? Non, le vin est un produit très communautaire au sens où on s'échange beaucoup les bons plans. Donc, notre premier canal de recrutement historique, et qui a fait décoller le petit ballon, c'est le jour où on a mis un petit sticker sur chacune des bouteilles qu'on avait sélectionnées. C'est comme une médaille, hein, c'est la médaille du petit ballon, entre guillemets, où on mettait sélectionné par Jean-Michel Deluc, le petit ballon. Et du coup, les gens qui étaient abonnés sortaient ces bouteilles-là à table, et puis ils avaient un copain qui disait « Ah, c'est vachement bon ton truc, c'est quoi ?» Hop, ils prenaient la bouteille en main, et ils voyaient la petite pastille bleue, et le copain disait bah, « Je suis abonné au petit ballon, c'est super. » Et c'est quoi le petit ballon? Bah, regarde, c'est écrit dessus. Donc ça a été un canal important qui s'est traduit comment? Par le fait que pendant très longtemps, 80% de notre trafic en acquisition était un trafic naturel ou organique. Recherche de notre propre marque sur Google et accès direct. Donc ça, c'était super. Après, ça c'est très bien pour l'amorçage. Et c'est très bien parce que ça veut dire qu'on avait un bon bouche à oreille et que le travail qu'on faisait était bon. Donc on recrutait comment? Je dis par stickers. Par qualité du produit. Et donc qualité de l'expérience client, puisque c'est la dégustation qui compte. Premier point. Ensuite, quand on veut faire de la croissance, il faut aller chercher les gens qui ne nous connaissent pas. Il faut sortir de notre zone d'influence. Et c'est là qu'entre le e-marketing, magnifique. Et dans le e-marketing, vous avez tous les leviers classiques. Donc les leviers publicitaires, le display, bon, plus personne n'en fait, donc on n'en fait pas parce que on reste des boîtes assez héroïstes, donc on n'a pas besoin de faire. Enfin, le branding, ça coûte très cher, donc on n'en fait pas, mais on va faire du retargeting, évidemment. On va faire de l'acquisition sur mots-clés, évidemment. On va faire du social. Pourquoi du social? Parce que d'abord, notre cible, ça reste des digital natives, des trentenaires assez urbains. Donc, ils sont à 98% sur Facebook. Et que le vin est un produit communautaire. Donc, la notion de partage, de convivialité, on la retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Donc, on a un recouvrement qui se fait bien sur ce type de support. Et puis, de l'affiliation. Donc, l'affiliation avec des sites spécialisés. Voilà, avec ça, on a fait quasiment tout le tour des stands du salon. Donc la question, c'est le mix. Voilà, donc le mix, ça va être... Nous, on a une grande composante, ça va être quand même le social. Voilà, ouais, sur le recrutement. Mais le bouche à oreille, ça reste aujourd'hui notre premier levier de recrutement. Et je termine sur quelque chose supplémentaire aussi qui n'est pas sur le salon, c'est les partenariats ciblés. Donc vous l'avez dit, vous faites avec des marques de luxe, des thés haut de gamme. Bon, par exemple, nous, on a très bien travaillé avec des applications comme My Little Paris ou Merci Alfred, Hook. Pourquoi? Parce que là aussi, on a des zones de recouvrement importantes. Donc, des partenariats de ce type nous aident vachement, et les aident aussi, hein, c'est leur modèle économique, pour développer la machine. Benoît, est-ce que toi, comment tu recrutes? C'est un petit peu différent, je suppose, du secteur du luxe et du vin? Nous, on est déjà complètement B2B. Donc c'est un petit peu différent et on est à un stade un petit peu moins avancé que le collectionniste ou le petit ballon. Nous, on s'oblige à fonctionner aujourd'hui au bouche à oreille. Donc on ne fait absolument aucune action d'acquisition client parce qu'on veut profiter en fait de l'expérience. C'est pour nous un indicateur de réussite de l'expérience client. On sait qu'aujourd'hui, je veux dire, qui a un service, enfin quoi que ce soit, multilingue dans la salle? Youhou! 1, 2, 3, 4. Bon, alors ça va pas être représentatif. Ouais. Qui a déjà eu une friction, un problème lié à la traduction Ah, là c'est déjà plus nombreux, oui. Merci. C'est ça. Voilà, nous on a un produit, un service qui parle directement. C'est-à-dire que voilà, quand on accompagne nos clients aujourd'hui qui dépensent chez nous entre 2 et 3 fois plus cher que chez nos concurrents, voilà, si eux nous recommandent et que les autres viennent nous voir, c'est la réussite. Et donc c'est comme ça qu'on acquiert en fait nos clients et on se force à fonctionner de ce point de vue-là. Parce que c'est pour nous un indicateur extrêmement fort. D'accord. Tu mets un sticker dans tes fichiers XML. Question de curiosité personnelle. Est-ce qu'il y a une innovation qui vous a marqué l'année dernière ou cette année en ce qui concerne l'expérience client, qui vous avez dit waouh, l'effet waouh? Alors moi, c'était la semaine dernière et en fait, c'est l'intégration de Voyage SNCF dans Facebook Messenger. Ouais. Alors c'est une innovation sans être une innovation.
mais qu'une énorme machine Comme la un peu SNCF. molle comme la SNCF Se mettre là. soit comme Je suis ça d'accord. proactive sur un service de ce type-là, je trouve ça vachement intéressant. Alors, si vous voyagez un petit peu, moi je peux vous donner un exemple qui va d'un seul coup effacer ce que je viens de dire, mais vous allez en Asie par exemple, vous avez un service qui s'appelle WeChat, qui est un système de messagerie instantanée, Instantané, ouais. comme Qui est WhatsApp et très connu. compagnie. Là-dessus, vous pouvez absolument tout faire. Vous allez en Thaïlande, vous allez sur un compte Instagram de boutique, vous regardez la photo d'une robe, elle vous plaît, vous avez une espèce de référence, vous lancez WeChat, vous allez directement discuter avec le vendeur, vous lui donnez la référence, et hop, le produit est commandé, sans jamais être passé sur une boutique. Tout est connecté. WeChat stocke directement vos informations de CB. Enfin, voilà. Donc pour moi, l'évolution de ces 12 derniers mois, là, la grosse nouveauté, c'est l'intégration de tous ces services dans des process de relation client qui élimine les frictions. Encore une fois, on va là où se trouve le client et non pas lui demander d'aller sur un petit module qui va s'ouvrir sur le côté pour aller chatter, sur lequel on n'a aucun historique, rien du tout. Voilà. Clément, Elliot, est-ce que vous avez des Alors, est-ce qu'on peut expériences comme une ça, expérience des positive et technologies une négative? Ah ben allez-y, justement, cool. allez. C'est en démocratie. Je commence par la positive. D'ailleurs, pour ça, ils ont reçu une palme de la relation client, c'était Free, qui a lancé son système de visio chat pour quand vous avez un problème avec votre box. Parce qu'on a tous eu des problèmes. On a tous connu le côté où on appelle et ensuite on a tout un script automatique qui nous dit redémarrez votre box, nous testons votre ligne, redémarrez votre box. Ben là, c'était un problème assez compliqué, configuration de la bande Wi-Fi qui était saturée dans notre immeuble, etc. parce qu'il y avait plein de box. Et c'était ma copine qui faisait ça, elle ne savait pas comment s'y prendre, moi j'étais pas là, et elle est passée en chat visuel avec le conseiller client qui lui a dit bah, montrez-moi votre box. Tac, elle a montré derrière, il lui a dit bah, appuyez sur le bouton, non, plus haut, oui voilà, appuyez ici, ensuite vous faites ça, montrez-moi votre écran, ok, vous cliquez ici. C'était vachement bien et ça a simplifié les choses, et c'est presque du bon sens que de pouvoir dire montrez-moi ce qui se passe. Ouais. Expérience négative, c'était récemment, je vais au ski, je vais au Ménuire, je suis un gros skieur, je connais bien comment ça se passe, je sais qu'ils ont des bornes automatiques d'achat qui sont cachées dans un coin où il n'y a jamais la queue. Super, je me dis on va gagner du temps le samedi matin pour prendre le forfait. On arrive, on voulait prendre un forfait de 9 jours, 3 vallées, hein, donc c'est un peu le gros truc, ça coûte 400 balles quand on est des bons clients. On était 3, 1200 € de commande. On arrive, il y a quelqu'un qui nous dit ah mais non, mais alors pour les forfaits comme ça, c'est pas possible, ils sont pas sur la borne. Donc vous êtes tout en bas de la station, c'est-à-dire qu'il faut reprendre une remontée, marcher avec vos skis, traverser la route pour aller dans les caisses. Donc vous avez déjà un quart d'heure, machin, etc. Et là vous arrivez dans les caisses et là vous voyez une salle à peu près remplie comme ça dans des files d'attente. Et vous dites mais c'est pas possible. Je viens de me faire. Donc vous allez voir quelqu'un qui gère la caisse, vous dites je viens d'en bas, ils ne le vendent pas, vous m'amenez ici, vous avez vu le temps que je vais y passer, ça fait déjà une demi-heure que je marche. Et là on dit ah non mais c'est pas possible, je sais pas, etc. Et je me disais c'est quand même juste dommage. D'abord d'avoir une promesse qui est fausse, c'est-à-dire de ne pas proposer toutes les offres en bas et de ne pas l'annoncer. Et deux, quand en plus vous venez, vous expliquez votre problème et tout, on vous le traite pas du tout. Donc on n'accompagne pas du tout le client. Et vous démarrez avec 9 jours de séjour avec une belle expérience négative sur le côté achat de remontée mécanique. Voilà. Et là, on se remonte le moral avec un petit ballon. Exactement. En appuyant en plus sur le fait que tu arrivais pour acheter le produit haut de gamme. Oui, de l'offre, quoi. Et avec une démarche experte, puisque je connaissais le truc, etc. Donc, voilà. C'est dommage, c'est dommage. Alors que le forfait main libre a été une belle innovation en termes d'expérience utilisateur. Xavier, Elliot, vous avez une expérience comme ça qui vous vient en tête? Moi, c'est plus un outil technologique qui est mis en place qui est quand même mieux qu'avant, je trouve, qui est les outils de chat, et notamment Intercom qu'on utilise, nous, qui nous plaît vraiment et qui permet de faire des choses que le marché ne permettait pas avant. Après, en expérience, je pense qu'il y a toujours des déceptions. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de services qui ne sont pas laissés à la hauteur. Et une qui m'a beaucoup plu, je pense que je suis toujours... malgré leur croissance, toujours épaté d'Uber et du service client et de la rapidité de l'expérience client, du savoir-faire, du remboursement, de toutes ces choses-là, qui est très anglo-saxon, mais qui, dans la tête du client, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais été dessus d'Uber, alors que j'en ai pris beaucoup dans ma vie, et je trouve ça dingue que sur une masse de gens aussi importante, ils aient réussi à garder ça. Et Elliot, c'est qui Uber. Uber, excuse-moi. D'accord. Mais après, se pose quand même la question de la rentabilité de ces modèles-là. Parce que la surgénérosité dans le cadre de la conquête client, si c'est pour creuser des pertes, ça pose quand même une question. Et c'est vrai. C'est la question de l'entrepreneur. Hein. Et c'est là toute la magie d'un intercom, par exemple. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tous ces segments dosés, croisés, qui permettent de faire des choses.
Et c'est précisément là où il faut mettre l'intelligence. C'est dans la réponse adaptée et pas dans la réponse bombe atomique. C'est-à-dire, on va vous offrir votre abonnement, blam, parce que vous avez eu un problème de livraison. Non, on va d'abord essayer de régler le problème et de le régler de la bonne manière. Comment vous voyez évoluer, vous, l'expérience client, avec les technologies qui arrivent, qui sont de plus en plus pointues, avec peut-être l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Comment vous voyez, comment vous projetez dans 3-4 ans? Je ne vais pas très loin, 3-4 ans. Nous, c'est notre stratégie. De toute façon, aujourd'hui, on est 50% artisanal, 50% technologique, voire même, vu nos déficits techniques qu'on a pu avoir, plus 70-30. Et en fait, c'est de faire un vrai shift pour réussir, même dans le luxe, à créer à travers l'intelligence artificielle et autres, une vraie relation client à 80% technologique tout le long du process. Alors ça passe par plein de trucs, plein de petites briques en fait qu'on greffe les unes aux autres. Une qu'on est en train de développer en ce moment, c'est tout un système de tagging, de matching qui est très très humain. On va encore une fois étudier, analyser les besoins de chacun, les mettre dans un grand tableau, et en fait n'importe quel mot-clé qui vous passera par l'esprit, normalement, il y aura une maison qui sortira directement dessus. Donc la recherche par destination, tout ça on oublie. On veut vraiment en fait se baser sur comment l'intelligence artificielle peut ressortir une liste de maisons. Et après c'est granulaire puisqu'au final on pose une base, puis on repose des questions par la suite qui nous apportent une deuxième base. Et en fait, ça, comme le disait très bien Clément, c'est exactement cette partie-là de Smart Data qui permet justement de réussir à faire de la personnalisation très précise en ligne. Et effectivement, comme je le disais, un côté mix humain-technologique à travers soit du FaceTime, soit de la récupération de données en visioconférence. Enfin voilà, quelque chose qui nous permette très facilement d'avoir l'information par rapport à qui on est. Et encore une fois, je pense que ça part d'un principe général qui est clients first, toujours mettre le client au centre de l'expérience. Clément, plus de personnalisation? Oui, alors plus de personnalisation, mais de toute façon, ça c'est le sens de l'histoire depuis 5 ans. Hein, tout le monde parle de le shop personnalisé, tout le monde devrait avoir, deux clients ne devraient jamais avoir la même homepage, ne devraient jamais avoir la même boutique. Donc ça, c'est ce que tout le monde essaye de faire. Et donc, vu qu'on en parle depuis 5 ans, ce sera en place dans 5 ans. Mais ça, c'est le très court terme. Après, de manière plus théorique et plus dogmatique, moi, je crois plus à l'expérience client au sens de l'humain enrichi. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est produire beaucoup de données, ou du moins des données riches, des données à valeur, mais de les mettre à disposition d'un humain pour qu'il traite la relation client en tant qu'humain. Et je pense notamment à ça, parce que le vin est un produit compliqué, c'est un produit qui demande beaucoup de conseils encore aujourd'hui, surtout quand on veut amener les gens vers des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est très difficile de penser ça en tant qu'intelligence artificielle. Et puis surtout, je pense à quelque chose qui est... Il y a un gros mot qu'on n'a pas prononcé cette année, mais il était peut-être un peu trop de l'année dernière, c'est l'omnicanal. Là, on parle du web. Beaucoup, hein, voilà. Quand même encore. Nous, on a une expérience boutique. Hein, on a une boutique au 43 rue du Rocher, c'est à côté de Saint-Lazare. Donc, on fait l'expérience du retail, parce que c'est très important pour nous d'avoir un pied dans le commerce, et on se rend compte, dans le commerce physique. Et on se rend compte que ce qui est génial, c'est d'envisager... Il ne faut pas oublier que le digital, c'était Grandjean qui disait ça, ne représentera jamais que 30% de l'ensemble d'un marché pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 70% restants? Et c'est très génial de mettre à disposition de vendeurs humains, physiques et d'une relation physique humaine toutes ces innovations en termes de production de données, traitement de données et personnalisation de l'expérience, voilà, à disposition d'une intelligence relationnelle humaine. Donc, je crois en l'humain enrichi. Après, comment? Je ne sais pas. On en reparlera dans 5 ans, quand on aura mis en place les homepages différenciées. Et toi, Benoît, c'est quoi ton... Alors, encore une fois, nous, on est B2B, hein, donc oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais... C'est intéressant. Non, alors moi, je vais aller complètement à rebours de ça, parce que c'est quelque chose que je constate de plus en plus. C'est le retour aux vieilles méthodes. C'est-à-dire que nous, on propose à nos clients de nous contacter par le biais du canal souhaité. Email, Skype, téléphone, vous avez une interface, vous faites tout comme... Voilà. Et ce qui est demandé, c'est le téléphone. Les clients veulent nous appeler. C'est vrai. Ils veulent, voilà, on revient à un système, finalement, ce qui se passait il y a très longtemps, nos clients, ils veulent nous envoyer un email, on leur dit, mais mettez-nous le brief directement dans l'email, on s'occupe de tout. Non, ils nous envoient un email avec marqué, je t'appelle dans 5 minutes. Ils nous appellent et ils nous disent exactement ce qu'ils auraient pu écrire en 3 mots dans l'email, c'est-à-dire la langue souhaitée, je sais pas, n'importe quoi. Enfin, quand on est avec un client avec lequel on travaille depuis 1 an, on connaît les thématiques, on connaît tout, donc il n'y a pas besoin de parler, quoi. Mais il y a quand même besoin d'avoir un contact
Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir qu'on revient sur des basiques, outils, en fait. voilà, exactement. Bon sens. Dans la même veine, la newsletter revient vraiment, enfin, je trouve hyper fort, ou les podcasts. Alors, on sort un peu. Je confirme, le newsletter, c'est pas mort du tout. C'est très intéressant, je trouve, de voir à quel point c'est un peu comme dans les fringues. Il y a des techniques de communication vintage qui reviennent. Il y a aussi des raisons techniques. Les ad-blockers font qu'on est obligé de revenir à du contenu. Non, mais que ça s'explique par ci ou par ça. Mais tu vois, le téléphone, par exemple, tout à fait raison. Et je trouve ça vachement intéressant de voir que, voilà, une newsletter shootée une fois par semaine, par mois, un coup de téléphone, quoi que ce soit, voilà, ça. Je suis tout à fait d'accord. Okay. Ça répond à la demande, à une attente, à un instant T, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi, un peu ce qu'on est en train de mettre en place nous, de plus en plus un mix offline-online qui est vraiment mis en place. En tout cas, nous, dans le luxe, c'est hyper important. Pouvoir toucher quelque chose, sentir quelque chose. Qui est le collectionniste? Comment il se définit? Quel est en fait le ton du papier? Enfin, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Et le voir sur un site internet, c'est toujours plus compliqué. Après, et je suis pas vraiment d'accord avec la première théorie parce que pour moi, il y a tellement de points de contact, mais c'est peut-être très particulier à notre business à nous, qu'au final, le premier point de contact, effectivement, souvent, est de préférence par téléphone. Mais par la suite, à mon avis, il y a plein de choses qui peuvent être automatisées. Et c'est juste comment dire aux clients de la bonne façon, avec les bonnes manières, justement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous, ils nous appellent. Mais après, ils aiment bien avoir une page sur laquelle ils peuvent suivre. Mais juste suivre. C'est-à-dire que voilà, ils veulent juste avoir un update à un instant T où on est matrade. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le panel global, mais de voir que ces vieux trucs reviennent, c'est... Là, vous travaillez sur quoi pour 2016? C'est quoi vos prochains chantiers? Alors nous, c'est principalement technique. On améliore beaucoup de process en ce moment. Et puis c'est quand même un énorme travail, puisque si tout le travail, en fait, c'est de réussir à avoir une meilleure information sur les maisons, on a quand même énormément de process à créer pour que tout le long de l'indexation d'une maison, par exemple, on puisse remonter toute l'information sur le site internet, que ça soit bien indexé. Il y a quelque chose, par exemple, dans cette industrie qui n'a jamais été fait et qu'on espère faire un jour, qui est du live. Vous allez sur un site d'hôtel, vous cherchez du 18 au 23 juin, vous pourrez voir directement si la maison est disponible ou pas. La location de maison, il n'y a aucun site au monde qui n'a réussi à le faire. Donc nous, ça va être un des gros travaux aussi, c'est comment, avec les experts sur place, on va pouvoir réussir à avoir une implication de leur part qui est tellement forte avec les propriétaires et avec les managers, qui va nous permettre de remonter des données comme celle-là. D'accord. Et je pense aussi, je me permets, ça sera aussi l'enrichissement d'activités et d'expériences pour le coup par destination, pour que le client puisse se projeter. Puisque il y a des clients qui viennent nous voir, qui nous sollicitent du coup par email, qui veulent telle propriété dans telle destination, et on les envoie en fait à l'autre bout du monde, puisqu'on se rend compte qu'ils étaient sur un séjour de loisirs, de détente, de sport ou de gastronomie, et donc finalement, en leur expliquant que la destination dans laquelle ils veulent partir ne correspond pas finalement à leurs attentes, n'est pas la bonne, du coup, ça va être ça aussi. Nous, ça va être vraiment faire une sorte de carnet confidentiel d'expérience sur mesure, en tout cas modulable selon le profil du client dans le monde entier. Pour qu'ils viennent avec limite une envie d'expérience plus qu'une propriété ou une destination en tête. D'accord. Clément, alors les prochains challenges, là, c'est quoi? Alors, il y a plein de choses pêle-mêle, mais je vais en retenir deux. Une première qui est très orientée parcours client, visibilité, etc., qui va être poursuivre tout notre travail. On a posé les bases l'année dernière, et poursuivre tout notre travail justement, de catégorisation et de recommandation des vins par rapport au goût des gens. Donc être capable vraiment d'amener les gens sur une boutique personnalisée, une box personnalisée, une expérience personnalisée. Aujourd'hui, on le fait déjà. On a posé les bases, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client A ne va pas forcément recevoir la même sélection de vins qu'un client B chaque mois. Voilà, donc on personnalise en fonction des goûts des gens. Donc il faut aller encore plus loin là-dedans. Et la deuxième chose, c'est un peu pour revenir à du concret, c'est l'expérience de livraison. Parce que c'est encore très compliqué en France, le pays du vin, de livrer du vin. Et de le livrer dans de bonnes conditions. Des bonnes conditions, elles sont doubles, c'est-à-dire expérience client et conditions tarifaires. Parce qu'une expérience client pour une bouteille d'une valeur de 10 € où vous vous mettez à payer une livraison à 15 €, c'est inacceptable. Voilà. Donc il faut réussir à pratiquer le bon prix et pratiquer la bonne expérience client, c'est-à-dire que ça arrive en temps, en état, et de la manière la plus fluide chez vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur, parce que le vin, c'est un produit lourd, et en France, tous les modèles d'expédition sont au poids. C'est un produit qui casse, car c'est du verre. Le jour où on passera la bouteille en plastique, on sera sauvé, mais je pense que le jour où on passera la bouteille en plastique, tout le monde, plus personne ne boira de vin. C'est clair. Non, je ne prône pas la bouteille en plastique. Et donc c'est un produit qui casse, et c'est un produit en plus qui est liquide.
qui est Oui, fragile non, mais aussi. c'est du verre, hein, ça casse. Donc, et c'est un Ouais, produit le qui est produit en liquide. lui-même. C'est-à-dire que quand ça casse dans une Mm. chaîne de tri de la Poste, ils détestent ça parce que ça va abîmer le tapis, parce que ça va endommager les autres colis, etc. C'est pas comme de la porcelaine qui resterait dans son état. Voilà. Donc c'est juste pour revenir un peu sur terre, parce qu'on a beaucoup parlé d'interface, de relations C'est vrai, clients. c'est vrai. Mais il y La a à logistique l'arrivée fait aussi partie, la bien logistique, sûr, et vous la pouvez faire le livraison. meilleur service du monde si le dernier mètre est raté. C'est foutu. D'accord. Si vous, par exemple, je ne sais pas comment on récupère les clés, mais si la personne qui remet les clés, c'est juste horrible, ou si les clés, c'est pas la bonne clé, tout s'effondre. Voilà. Et on essaye même un peu d'aller plus loin, c'est-à-dire que même quand il y a la remise des clés à la fin de la location, l'idée est que la relation avec le client ne s'arrête pas là, avec l'expérience nous continue jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Et limite, à ce qu'on lui envoie les photos de son séjour, qu'on lui envoie du coup un message oui, personnalisé du chef avec qui il a travaillé. Capitaliser encore sur l'événement. Enfin, sur... En fait, l'idée, c'est que oui, on a un contact avec lui tout au long de l'année et qu'on ne soit plus en relation avec lui simplement pour ses vacances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit là, salut c'est l'hiver, tu loues ton chalet, salut c'est l'été, il loue ta villa. Non, non, on veut les suivre, on veut aussi leur apporter des attentions par rapport aux événements familiaux, aux événements amicaux. Et du coup, on est capable aujourd'hui de souhaiter bon courage pour le bac de votre fille. On sait qu'on vous a vu en janvier, qu'elle travaillait, puis qu'on lui a envoyé un prof de français, enfin j'en sais rien. Et du coup, c'est ça aussi sur des événements comme ça, où d'une année sur l'autre, on va pouvoir du coup suivre le client et finalement jamais ne le quitter. Superbe. Benoît, toi, ton prochain challenge? Ben, nous, ça va être d'automatiser. Alors, je suis désolé, je reviens sur des interfaces, mais nous, ça va être d'automatiser ce qui est automatisable. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le travail du traducteur, ça va être de l'automatiser, donc de la relation client. Alors, c'est garder ces basiques, mais les intégrer dans, dans les outils comme Intercom et tous ces services-là. Donc, pour nous, ça va être c'est des chantiers qui sont assez accessibles, Technique, mais mais qu'il faut faire. c'est très technique, mais il faut le faire à un moment donné. Donc, Qu'il faut faire. Ok. Voilà. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier. Bravo, en tout cas, pour cette prestation. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions sur l'écran. Est-ce que vous avez des questions à poser? Profitez-en, ils sont là. Et là-bas. Est-ce qu'on a un micro? Est-ce que notre hôtesse préférée peut passer un micro? On a encore quelques minutes. Quelle relation humaine. Merci, Benoît. Bonjour, moi je suis Déborah Mastroianni et j'ai une question pour le collectionniste. La semaine dernière, il y a Accor Hotel qui a racheté One Fine Stay, une start-up comme vous qui propose des villas de luxe. Est-ce que vous, ce serait un souhait ou justement vous préférez rester un groupe indépendant? Alors One Fine Stay sont restés indépendants, même s'ils sont fait racheter. Oui, voilà, Et, le directeur reste le directeur. Il reste mais complètement ils sont séparé d'Accor Hotel, il reste à Londres, etc. Nous, pour le coup, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied de créer une boîte et de se dire qu'on va la vendre dans 5 ans. On essaie déjà de créer tous les process, de faire quelque chose, de créer une belle boîte qui nous ressemble et qu'on avait envie de créer depuis le départ, avec une vision qui est la même que le premier jour où on a créé le collectionniste. Et donc non, je pense que vraiment, ce serait plus... on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il y a une synergie commerciale intéressante, pourquoi pas, mais je pense que ça ne sera jamais en fait juste pour de l'argent, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Une fois? 2 fois? Ok. Écoutez, moi je vais vous remercier. Juste, je vous donne rendez-vous demain à la même heure ici sur la manière, comment on peut communiquer quand on a peu de moyens et donc évidemment avec des témoignages de start-up. Et vous allez voir, ça va être... Il y a beaucoup d'imagination. En tout cas, merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup.